Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo sont utilisés à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leur propriété respective. Vous savez que pendant mon coma de presque un an, putain, désolé j'étais coincé dans le Nerf Gear. Bref, tout ça pour dire qu'une fois sorti de là-dedans, je me suis posé la question de quels étaient les livres les plus vendus de tous les temps. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que les deux premiers étaient d'une évidence absolument incomparable, que le troisième était un peu surprenant mais complètement compréhensible, pour arriver au quatrième et première œuvre de divertissement la plus vendue, c'est Don Quichotte, avec 500 millions d'exemplaires. Tu tombes bien, toi, puisque la suite de ma réflexion a été « et pour les œuvres japonaises ». Sans aucune surprise, c'est One Piece, l'œuvre japonaise la plus vendue de tous les temps, avec 440 millions d'exemplaires à l'heure actuelle, et qui arrive donc à la 6ème place des œuvres les plus vendues de tous les temps. Attends, c'est pas comparable, Don Quichotte de la Mancha c'est un seul roman alors que One Piece c'est une saga qui à l'heure actuelle compte 90 tomes. Ça tombe bien que tu me casses les pieds avec ça, puisque comme ça je peux te dire que c'est la saga des Harry Potter qui est la 5ème œuvre la plus vendue avec 450 millions d'exemplaires. Si vous voulez plus de chiffres, le Seigneur des Anneaux c'est 150 millions et le Petit Prince 140 millions. Je vous laisse aller voir par vous-même les ventes de Dragon Ball et Naruto. Et ça, le Japon en a parfaitement conscience. Voulant entretenir leur soft power parmi les plus élevés au monde, le soft power c'est la capacité à exporter la culture nationale, a tout intérêt à entretenir cette économie autour du manga, et en particulier avec l'animation qui est aussi bien le meilleur moyen de promouvoir ses mangas, ainsi que d'augmenter ce soft power avec des œuvres originales. C'est dans cet objectif que le gouvernement japonais, via son ministère de la Culture, a fondé en 2011 Project A, renommé Anime Mirai en 2012, et maintenant et depuis 2016 en Anime Tamago. Ouais, apparemment ils ont du temps à perdre pour changer les noms régulièrement. Mais maintenant, laissez-moi vous présenter ce qu'est l'Anime Tamago. L'Anime Tamago est un projet financé par le gouvernement japonais permettant la production de 4 OAV par an, mais qui a aussi pour but de former de jeunes animateurs pendant une période de 10 mois. Reste plus qu'à trouver les animateurs / formateurs, et comme la société japonaise est ultra méritocrate, on ne va pas donner de l'argent public à n'importe qui. Les studios d'animation délèguent alors leurs meilleurs animateurs dans le but de former des jeunes qui intégreront, pour les meilleurs d'entre eux, les studios d'animation par la suite. Et ça, autant vous dire que c'est du pain béni pour les studios qui voient l'arrivée d'une main-d'œuvre toute fraîche ainsi qu'une prime d'environ 300 000 € d'argent public. Donc beaucoup d'entre eux en ont profité. TMS, PA Works, Production IG, Genzo, Pierrot, Madhouse, A1 Pictures, Studio Dean, etc. Mais si ce projet est autant connu désormais, c'est parce qu'il a permis de faire connaître un studio qui jusque-là avait du mal à produire ses propres séries par manque de moyens humains et financiers malgré les bonnes idées d'Imaishi et de Yoshinari. Je parle bien entendu du studio Trigger, et aujourd'hui on va aller voir leur premier gros succès. Donc salut à tous, aujourd'hui on parle d'un animé de magie fantasy School Life Yuri. Bref, on parle de Little Witch Academia et aussi bien des OAV que de la série télé de 2017. Donc Little Witch Academia commence par... Tu es un sorcier. Ok, bon, le décompte des blagues sur Harry Potter a déjà commencé lui aussi. Plus sérieusement, Little Witch Academia commence par un spectacle de magie de Shiny Charioto avec une entrée en scène façon Lady Gaga. Et attention, quand dans Little Witch Academia on parle de magie, on parle pas de ça. Oh, Wingardium Leviosa. Mais bien de ça. Le fait d'être animé par Yoshinari doit être une forme de magie elle aussi. Bon, arrive enfin le méchant du spectacle et je suis sûr que c'est l'OAV et pas le premier épisode de la série. Attendez 2 secondes, je change ça. Voilà. Donc arrive le méchant, oui il y a quelques petits changements, on en reparlera, mais en attendant, Trigger, il nous faut une explosion. J'adore ce studio. Le spectacle terminé, on fait une ellipse où on retrouve Akko, le personnage principal de notre histoire, des années plus tard dans une nouvelle ville où elle essaie de trouver l'école de magie. Malheureusement, c'est pas très concluant. On va essayer la moins 9 3/4. Jusqu'à ce qu'elle percute une élève de Luna Nova, c'est le nom de l'école de magie, qui accepte bien amicalement de l'emmener jusqu'à l'école. Non, je déconne, Akko va se faire maltraiter par à peu près toutes les sorcières qu'elle a pu rencontrer. Why you bully me? Jusqu'à ce que la Sainte Lotte arrive. Vous n'avez rien vu. Qui accepte de l'emmener sur son balai à travers le portail, sauf que Akko peut rester immobile sur un balai autant que Naruto devant un bol de ramen. Elle va obligatoirement faire une connerie. Voilà qui est fait. Grâce à ce coup de génie de la part d'Akko, elles arrivent à la mauvaise destination en embarquant avec elle Sushi. Vous savez, c'est celle qui l'a martyrisée un peu plus tôt dans la journée. Elles arrivent donc dans l'extension du bois maudit d'Hearthstone. Garde tes références de jeux vidéo pour plus tard. Donc après un bref check-up de l'état des lieux, elles se rendent compte que d'1, elles sont perdues sauf Sushi, de 2, le balai de Lot est cassé mais pas celui de Sushi, 3, Sushi est une vraie sadique, 4, la nature veut leur faire la peau, 5, un putain de poulet géant veut les bouffer. Excuse-moi, tu pourrais le distraire le temps que j'aille lui chercher quelques plumes? Ok, nickel. Maintenant quoi, sinon il va te bouffer.
Pendant qu'elles essaient de fuir le poulet furieux, elles vont tomber sur le Shiny Road, qui était la baguette magique de Shiny Chariotto, soit l'idole d'Ako. Donc là, elle va se sentir pousser des ailes et va aller affronter le poulet furieux. Et là, la magie opère. Premièrement, elle s'associe avec Sushi, c'est important parce que c'est l'un des meilleurs personnages de la série. Et deuxièmement, et avec l'aide d'un professeur de l'académie qui est passé par là, cette animation. Elles vont fuir le poulet en se téléportant. Oui, les arcs magiques, ça peut faire ça. Et avant que vous commenciez à vous poser des questions, trigger, une explosion. Elle se téléporte en plein milieu de la cérémonie d'ouverture de l'académie avec la discrétion habituelle d'Ako. L'épisode se termine sur la découverte des camarades de chambre d'Ako. Bon, même si vous n'avez pas vu les OAV, c'est facile à deviner puisqu'on nous a présenté que 2 personnages pour le moment. Et putain ce que j'aime cette série. D'ailleurs, pour rien vous cacher, voici le fond d'écran de mon ordinateur. Alors premièrement, oui, je suis encore sur Windows 7, allez vous faire foutre. Et oui, j'ai vraiment supprimé tous mes raccourcis pour vous faire ce screenshot. No comment. Bon, je sais pas si c'est flagrant dans le résumé que je vous ai fait, mais ça reste un school life. Certes, dans un univers fantaisiste avec de la magie, mais ça reste un school life. Donc ce ne sera pas toujours aussi dynamique que dans le premier épisode. Après, ne vous inquiétez pas, ça va rarement se ralentir. En même temps, avec un personnage principal comme Ako, essayer de ralentir le rythme, c'est comme essayer de retenir Shoya Hinata parce qu'il a les lacets défaits. Je t'avais prévenu. Donc le scénario, bien que pas forcément novateur, c'est un tome de Harry Potter sur lequel on aurait rajouté un peu d'explosion. Beaucoup d'explosions. Reste néanmoins un exemple en termes de rythme. Les épisodes filler et les épisodes de développement de personnages sont bien intégrés à la trame principale. En termes d'animation, en même temps c'est du trigger. En termes d'action, en même temps c'est du trigger. En termes de finish explosif démesuré et épique, en même temps c'est toujours du trigger. Et surtout pour ces personnages, parmi figurent plusieurs des meilleurs personnages animés de l'année 2017. Et comme le plus gros point fort de cet animé c'est incontestablement ces personnages, je m'en vais vous les présenter. Donc on a Ako qui est une apprentie sorcière et très grande fan de Shiny Chariotto. C'est une information importante parce que comptez sur elle pour vous le rappeler toutes les 2 minutes. Attendez 2 secondes, je la débranche. Voilà. Donc elle fera office de personnage principal que certains trouveront tantôt irritante par sa stupidité, tantôt très attachante. Par sa persévérance, sa joyeuseté, sa simplicité, sa détermination ou son impatience. Personnellement je l'aime beaucoup, et oui d'accord, c'est un héros de shonen avec une paire de boobs. Ensuite on a Diana qui est l'élève prodige de l'académie, camarade de classe de Ako et descendant d'une grande lignée de sorcières. Calme, sûre d'elle, talentueuse, voire même hautaine, et si tu la compares à Sasuke, je t'enfonce la tour de Tokyo dans le rectum jusqu'au rez-de-chaussée. Parce que contrairement à Sasuke, Diana a un développement qui la rend intéressante et agréable. On a Ursula Sensei qui est sans doute le personnage le plus complexe à présenter, et ensuite on a la multitude d'amis d'Ako qui auront tous un épisode de développement qui nous permettront de trouver ces personnages au moins attachants. Sauf elle. Non merci. Mais alors toi, ne bouge pas, je vais te présenter quelqu'un, vous allez vous entendre à merveille. Merci. Je disais donc qu'avec un épisode de développement pour la plupart des personnages secondaires, on finit au moins par les trouver attachants. Sushi, l'ami tortionnaire d'Ako, et j'adore fondamentalement ce personnage. Lot, qui est timide mais altruiste. Amanda, qui est ni plus ni moins qu'une Ryuto Maito à qui on aurait donné une baguette magique. Pas besoin de préciser que j'adore ce personnage aussi. Constance, que j'aime parce que... Je parlerai des références plus tard. Anju qui est le playboy local mais qui a le mérite d'avoir du charisme et un bon développement, ce qui le rend plutôt sympathique en fin de compte. Et comme dernier personnage important, on va avoir Delacroix Sensei qui est sûrement l'un des pires profs que j'ai vu dans l'animation japonaise. Tu es sûr de vouloir jouer à ça? Mai Nakahara s'il te plaît. Petite joueuse. Et putain ce que j'aime ces personnages. Mais si je devais choisir mon personnage préféré de la série, ça serait sûrement Sushi, avec sa personnalité totalement contraire à celle d'Ako. Calme voire stoïque, qui aime la magie dangereuse et surtout les... Ah oui, vous allez apprendre que... veut dire champignon. Et encore, je ne vous ai pas parlé de son épisode de développement qui mériterait son résumé à lui seul, mais pour vous la faire courte, c'est un voyage dans la conscience de Sushi. Donc on va avoir le droit à une multitude de références à des œuvres externes, ce qui on va pas se le cacher est pour le coup très bien intégré à l'histoire parce qu'on n'insiste absolument pas dessus. Et pour ceux qui suivent ce studio, pas sur Twitter abruti, vous devriez savoir que ce studio adore faire des références à des œuvres externes. Alors on a en vrac du Evangelion, Kimi no Na wa, Silent Hill, Cendrillon, Pawn Star, la ligue professionnelle de League of Legends, Kill la Kill, Gunbuster, Akira, Godzilla, les Beatles, du Disney des années 30 et la plus évidente de toutes et qui me fait toujours autant plaisir à chaque fois que je la vois, c'est celle-là. Ouais, juste là. Mais c'est surtout celle à Gurren Lagann.
J'adore cette OST. Ok, t'es puni en débranche. Bon, si pour l'animation vous avez reconnu le même style que dans Gurren Lagann Fooly Cooly ou encore plus connu Panty and Stocky with Garter Belt. Yes! C'est parce que c'est toujours le même duo à l'animation. Bon, en même temps, ils ont un style d'animation reconnaissable entre mille, entre Imaishi qui fait à peu près ce qu'il veut avec l'anatomie du corps humain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta gueule, c'est du Imaishi. À ça, tu rajoutes du Yoshinari, le maître incontesté de la surexplosion. Puis tu termines la sauce avec une colorimétrie avec assez peu de couleurs, mais néanmoins des couleurs très bien utilisées et très vives, ce qui donne une ambiance très facilement reconnaissable à chacune des scènes. Les musiques? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait même pas partie du Little Witch Academia? Bon, pour les opening et endings, c'est simple, c'est le moment de l'épisode où j'allais pisser. Chercher des popcorn ou quand j'avais pas envie de pisser et que j'avais déjà des popcorn, je faisais ça. Non, plus sérieusement, je prenais même pas le temps de regarder les openings et endings. Déjà parce que musicalement ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Deuxièmement, la série a un rythme suffisamment immersif pour que tu aies envie de connaître la suite rapidement, donc tu n'as clairement pas envie d'attendre 3 minutes que l'histoire reprenne. Et troisièmement, pourquoi avoir supprimé les commentaires et les likes-dislikes aussi bien sur YouTube que sur Nico Nico? Non, y a pas de blague, je pose sérieusement la question. Et comme on parle des réseaux sociaux, ça me fait penser qu'il faut que je vous parle de ce qui m'a motivé à faire un anime chronique sur cette série plutôt qu'une autre. Outre le fait que j'adore cette série, c'est tout simplement le contexte de sa création. Comme je vous ai expliqué plus tôt, d'anciens animateurs du studio Gainax veulent fonder leur propre studio d'animation, ce qu'ils réussiront à faire puisque le studio en question est le studio Trigger. Mais le succès ne vient pas tout de suite, malgré la présence des lignes de Fooly Cooly, Panty and Stocky with Garter Belt et Gurren Lagann dans les projets réalisés sur les CV de nos animateurs. Donc ce studio va alterner entre les sous-traitances de séries extérieures, néanmoins les animateurs ont un projet ultra ambitieux en tête. Mais les caisses du studio restent aussi vides que la place disponible sur mon disque dur. Why are you crying? Donc le studio va devoir montrer ce qu'il sait faire avec peu de moyens. Avec très peu de moyens même. Ainsi verra le jour Inferno Cops. Une tuerie bien déjantée mais qui ne réussira pas à faire connaître le studio, jusqu'à ce que le gouvernement japonais fasse confiance à l'équipe d'animateurs de ce jeune studio lors de l'anime Mirai de 2013 et la production de l'EAV de Little Witch Academia. Et là, ça va cartonner. Puisqu'outre le fait que cet épisode soit passé dans plusieurs salles de cinéma japonaises, l'épisode a été aussi mis simultanément en ligne sur YouTube et Nico Nico. Comptabilisant presque 1 million de vues en 7 mois pour un épisode d'anime inconnu, c'est considérable, surtout en 2013. Ainsi, les retombées économiques vont permettre au studio Trigger de pouvoir commencer la production de leur projet ultra ambitieux et qui est régulièrement cité comme l'une des meilleures œuvres originales de l'animation japonaise de tous les temps. Don't lose your way. You might be hard to be as the one. Don't be afraid. Must be done. This is the way to be more strong. Cependant, l'euphorie ne s'arrête pas là, puisque pendant ces 7 mois où l'épisode de Little Witch Academia a été en ligne, le studio a annoncé qu'une suite serait produite pour 2014 suite au retour ultra positif de la communauté sur cette OAV. Un budget initial aurait permis un nouvel épisode d'une trentaine de minutes, puisque la majeure partie des ressources financières partaient à l'époque dans l'autre production de ce studio. Une campagne Kickstarter est lancée pour pouvoir faire passer l'épisode de 30 à 50 minutes avec une aide financière de 150 000 $ demandée, qui sera atteinte en moins de 5 heures. Le Kickstarter finira à plus de 620 000 $ avec les 3/4 des fonds venant d'Amérique du Nord. Je pense que désormais on va pouvoir faire passer la note de consommation de café en frais de société. L'épisode s'appelle Little Witch Academia The Uncharted Parade et encore une fois c'est une démonstration technique pour ce qui est de l'animation. On y retrouve nos personnages qui sont toujours aussi excellents avec la première apparition de Amanda, Charlotte et Jasmine qui doivent préparer la fête de la magie. Et je vous recommande d'aller voir ce truc là au moins autant que le premier OAV et que la série télé. Et puisqu'on en parle, la série télé elle a été financée par Netflix. Bon là autant vous dire que les problèmes financiers sont très lointains. Car Netflix voulant diversifier son catalogue de séries et voyant que ce catalogue de séries animées japonaises faisait pas le figure à l'époque, puisque c'était des séries que les consommateurs de ce genre de divertissement connaissaient déjà, ils ont donc eu besoin de figures de proue de l'animation produite by Netflix, et ils sont donc partis chercher 2 studios d'animation japonais et leur ont financé leur projet. Ainsi est né Devilman Crybaby par Yuasa, un chef-d'œuvre, et la série télé de Little Witch Academia. Maintenant que je vous ai expliqué ça, vous allez pouvoir comprendre plus facilement la différence technique au niveau de l'animation entre l'OAV et le premier épisode de la série. Pourquoi ? Parce
qu'on va pas chipoter, c'est d'abord un style d'animation qui cache relativement bien ses défauts, et ensuite et surtout, il y a eu 10 mois pour créer 25 minutes d'animation pour l'OAV. La série télé peut pas se vanter d'avoir eu autant de temps. À part ça, il y a aussi quelques incohérences entre le premier OAV et la série télé, comme dans le spectacle de Chalio, mais c'est ces différences qui permettent la construction d'une intrigue plus dense tout en gardant le but principal de cette scène, à savoir la fascination d'Ako pour Chalio, et accessoirement faire kiffer Yoshinari. Mais les différences les plus marquantes sont, comme je l'ai dit juste avant, que l'ennemi du spectacle de Chalio ne soit pas le même, je vais pas développer sinon je vais spoiler, le fait que Ako puisse voler sur un balai. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Ça va, on galère tous au début, ou encore le fait que le Shiny Load se trouve dans la déchetterie d'un donjon plutôt que dans la forêt du bois maudit. Tiens, il est pas mort lui. Jotaro, tu t'en occupes? Merci, comme ça me laisse le temps de vous parler des seiyuu. Bon, tout d'abord, vos gueules. Ensuite, j'ai été surpris de voir que Constance avait une seiyuu puisqu'elle a littéralement aucune phrase de dialogue au cours des 24 épisodes de la série. Mais surtout, comme à chaque fois qu'on a un personnage principal de shonen capricieux hystérique qui revanchard, les seiyuu sont obligés de sortir une performance vocale qui m'enverrait personnellement directement en arrêt maladie. Et croyez-moi, c'est une véritable performance d'Anne Megumi dans l'interprétation du rôle d'Ako, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la désillusion, de l'épicness. Je vais demander à l'Académie française d'intégrer ce mot dans le dictionnaire avec la photo de Gurren Lagann à côté, ou bien même de l'euphorie sont doublés de manière très juste. Mais c'est aussi le cas pour la seiyuu qui double Rias Remori et Mio de Kaon qui donne sa voix pour Little Witch Academia. Ne me regardez pas comme ça, c'est la même seiyuu pour les deux personnages, qui a un talent incontestable pour doubler les Kamidere ou des Himedere. C'est un sous-genre de tsundere, à un tel point qu'il y a plus de fanfiction Yuri entre Ako et Diana qu'il peut en avoir entre Ako et Anju. Attends, réouvre la porte puisque c'est encore quelque chose qui est intéressant. Little Witch Academia est une œuvre en étroite collaboration avec le public, puisqu'il y a eu un véritable soutien publicitaire de la part de cette communauté, voire même financière pour certains. Donc autant vous dire qu'une bonne partie de la fanbase de cette série est au moins un groupe de consommateurs habitués de ce genre de divertissement. Je dirais même plus en disant que pour certains c'est des fans du combo Imaishi/Yoshinari. Bon après si vous donnez votre argent à une équipe d'animateurs et un studio d'animation que vous connaissez pas, vous risquez péril. Ouais, une nouvelle saison de High School DxD, prenez tout mon argent. Ah oui, le changement de style graphique, c'est violent. Tiens, un nouveau personnage. Attends, c'est Akeno? Oui, bon, pour revenir à ce qui nous intéresse, on parle toujours d'eux, c'est un peu le paradis fiscal de l'animation japonaise. Vu le CV en béton qu'ils se traînent avec Gurren Lagann et Kill la Kill pour les plus connus, et quand tu leur donnes 620 000 $, ils se foutent pas de ta gueule, ils arrivent à te pondre un truc comme ça pour rappel. Donc croyez-moi, il en faut pas beaucoup plus aux membres les plus créatifs de cette communauté pour créer des fanfictions, la plupart du temps entre Ako et Diana, des crossovers ou des fanarts qui me font de super fonds d'écran d'ailleurs. Bon après je vous conseille de pas chercher trop loin parce que la règle 34 est d'autant plus facile à appliquer que 90% des personnages sont féminins. Oui, les personnages ont vite fait de se retrouver à poil. Bon, malgré tout ça, Little Witch Academia n'est pas parfait non plus, des défauts il y en a, comme par exemple la gestion des personnages comme Annabelle, Faniel ou encore la famille des Cavendish, qui vont avoir une importance capitale lors du ou des épisodes de développement d'un personnage, mais qui seront complètement oubliés pour la suite de l'histoire avant de faire un caméo, vu le temps de réapparition, lors de l'attaque finale de l'épisode final, parce que oui, c'est encore une fois une série où le pouvoir de l'amitié est l'arme la plus puissante de l'univers. Des défauts il y en a d'autres, comme le lore qui reste inexploité, les 9 anciennes sorcières, qu'est-ce qu'elles ont fait à part fonder l'école, quels hauts faits ont-elles accompli pour avoir cette reconnaissance. On sait qu'il y a des dragons, mais pourquoi ils se sentent obligés de faire chier les sorcières, on sait pas non plus, et j'ai une liste de questions sur l'univers de Little Witch Academia qui reste sans réponse à la fin de cet animé. L'antagoniste principal de cette histoire reste complètement impuni après ses actes par une quelconque forme d'autorité. Tu as rendu la pierre de la sorcière inutilisable, tu as monté des peuples aux portes de la guerre et tu as perdu le contrôle de ton invention pouvant entraîner une catastrophe nucléaire, tout ça par pure cupidité. Ok, tu peux partir. Et un dernier défaut que je trouve à Little Witch Academia, c'est qu'il n'y a aucun thème musical marquant au cours de la série. Bon allez, si on range un peu de mauvaise foi, on peut dire que le thème de Chalio est sympa. Mais ça reste décevant de la part de Michiru Oshima, à qui on doit entre autres la bande originale de la première série animée des Full Metal Alchemist. Mais est-ce que ces défauts sont suffisants pour me décourager à vous recommander Little Witch Academia? Évidemment que non, ça restera pour moi l'une des meilleures séries animées de l'année 2017, et quand tu vois ce qui est sorti en 2017... Réussir à se faire sa place relève incontestablement des qualités de l'œuvre, donc oui, sans aucune retenue, je vous invite à aller regarder Little Witch Academia. C'est clairement pas l'animé que je conseillerais pour un premier animé, ni celui que je montrerai à des parents qui ont subi la propagande anti-divertissement japonais des années 90, mais ça reste un très bon animé en termes de narration et d'écriture de personnages. Le scénario reste simple avec des pistes de réflexion qui peuvent tout à fait être intéressantes, et ça pourrait être l'un des animés que je pourrais recommander à des fans de séries qui ne connaissent de l'animation japonaise que les séries S tiers, pour leur donner envie d'aller voir les séries d'animation des tiers inférieurs. Oui, je classe
ces animés comme des personnages de jeux de combat. Et le premier qui me sort l'excuse du « Oui, mais je ne connais pas de site de streaming ». Alors déjà, c'est pas bien, faites pas ça. Pourquoi vous me regardez comme ça? Et ensuite, si tu m'avais écouté plus tôt, tu aurais su que l'ensemble des produits audiovisuels de cette licence sont en intégralité sur Netflix, à l'exception du jeu vidéo qui est sur PS4. Je sais pas si ça a le mérite d'être précisé, donc je préfère quand même le dire. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur Little Witch Academia, donc n'hésitez pas à rentabiliser l'abonnement Netflix que vos parents payent pour regarder cette série. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le pouce bleu, tu peux t'abonner et même cliquer sur la cloche. Non, je déconne, la cloche sert juste pour les youtubeurs productifs. Bon, sinon dans les commentaires vous pouvez me dire si vous regardez vos animés de façon hebdomadaire ou trimestrielle et pourquoi, ou encore des animés sur lesquels vous voudriez un avis, voire même un Anime 1X. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai pas encore fini Sekiro. Nippon Banzai.